Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Tunisie est en deuil. Le président Béji Caïd Essebsi est décédé ce matin. Il avait 92 ans. Un deuil national de 7 jours décrété. Le président du Parlement tunisien sur l'intérim depuis cet après-midi. Le président Alassane Ouattara exprime sa compassion aux Tunisiens. Le vice-président appelle à soutenir le Mali dans ses efforts dans la lutte contre la malnutrition. Daniel Kablandenka a participé au forum sur la nutrition à Bamako. Il a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Avec les participants à cette rencontre, il a été reçu au palais de Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis la journée pour renforcer le lien entre l'armée et les populations, c'était ce matin au Palais des Sports de Treichville, démonstration militaire, mais aussi match de gala de football. La coalition gouvernement-parlement bat les officiers 3-2. À l'invitation de son Excellence M. George Weah, président de la République du Libéria, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour Monrovia. Il est arrivé dans la capitale libérienne, comme vous le voyez sur ces images. Le chef de l'État prend part demain, vendredi 26 juillet 2019, à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance de la République du Libéria. Le chef de l'État regagnera Abidjan en début de soirée. On l'a appris ce matin, le président tunisien a décédé. Béji Caïd Essebsi avait été hospitalisé hier mercredi. Le chef du Parlement, désigné président par intérim, il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Herman Guivet. Voici les dernières images publiques du président tunisien Béji Caïd Essebsi, en compagnie de son ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, lors d'une réunion. Il semble épuisé, fatigué. Des images tournées le 22 juillet dernier. Ce jeudi, à l'âge de 92 ans, le président tunisien s'est éteint, a annoncé la présidence dans un communiqué. Il avait été hospitalisé pour un problème de santé suite à un sérieux malaise qu'il avait eu le mois dernier. Béji Caïd Essebsi, premier président démocratiquement élu en 2014, 3 ans après la chute de Ben Ali, les Tunisiens retiennent de lui l'image d'un grand président. Paix à son âme, il a stabilisé le pays dès le départ et les affaires de la présidence ont bien marché. Mais ceux qui lui ont succédé ont fait du mal au peuple concernant les conditions de vie. Pour nous, c'est notre président et il faut faire le nécessaire pour son départ. Comme nous avons célébré son arrivée à la présidence, tout le monde finit par partir, espérant que celui qui va le succéder sera à la hauteur et prenne soin du peuple et du pays. Son successeur désigné, le chef du Parlement, Mohamed El Nasser, prête serment en tant que président par intérim à Tunis. Il exercera le pouvoir durant 45 voire 90 jours jusqu'à une présidentielle anticipée. Et puisqu'on parle de ce décès, télégramme officiel du président de la République à son Excellence, M. Mohamed El Nasser, président de l'Assemblée des représentants du peuple. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse et consternation la nouvelle du décès de son Excellence, M. Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne, survenu le 25 juillet 2019 à l'hôpital militaire de Tunis. La disparition de ce grand homme d'État, défenseur acharné de la démocratie et de la cause des femmes, est une grande perte pour la Tunisie et pour le continent africain. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer à votre Excellence et au peuple tunisien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Fin hier du Forum des institutions, 3 journées pour permettre aux populations de découvrir et comprendre leur fonctionnement. Le vice-président de la République a appelé à rendre les institutions plus accessibles. Pour Daniel Kablandenka, cela permettra de réaliser l'Ivoirien nouveau. Michel Digri. Au nom des présidents d'institutions, je voudrais adresser au ministre Gilbert Koné Kafana et à son équipe mes vives félicitations pour la mobilisation exemplaire et surtout le succès franc de ces journées premières du genre.
Pari donc réussi pour le ministère chargé des relations avec les institutions de la République. En 3 jours, il aura permis à des milliers de visiteurs de mieux connaître les 12 institutions de la République. Nous avons tous appris également et à quel point il est nécessaire que nos institutions s'ouvrent davantage aux citoyens, permettant donc d'échanger des informations. Au terme de ces journées portes ouvertes, le vice-président revient sur l'importance de la tenue de ces assises. Il nous faut donc, avant tout, comme c'est le cas à travers ces journées portes ouvertes, rendre les institutions plus visibles et plus accessibles pour toutes nos populations. Dans leur mode de fonctionnement, les institutions de la République doivent faire preuve de transparence et de redevabilité vis-à-vis de la population en communiquant autant que possible. Cela renforcera le gage de confiance que les Ivoiriens placent dans leurs institutions. Ce challenge relevé, le ministre Gilbert Kone-Kafana s'est engagé à pérenniser les acquis en multipliant les initiatives de vulgarisation des institutions de la République après cette première édition. Le vice-président échange avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Daniel Kablan-Duncan était à Bamako. Il participait au 2e forum national sur la nutrition organisé par le gouvernement malien. Il appelle à soutenir le Mali dans ses efforts de lutte contre la malnutrition. Viviane Aïmen. Invité d'honneur à ce 2e forum national sur la nutrition organisé par le gouvernement malien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ainsi que tous les invités de haut niveau à ce forum ont été reçus par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta au palais présidentiel de Koulouba. Au nombre de ces invités, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, engagé dans la lutte contre la malnutrition sur le continent africain, et la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, ou Scaling Up Nutrition, qui œuvre pour le renforcement de la nutrition dans le monde. 61 pays à ce jour sont engagés dans ce mouvement. Entretien suivi d'un déjeuner auquel ils ont été conviés par le chef de l'État malien. Le vice-président ivoirien, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition en Côte d'Ivoire, présent à ce forum, à l'invitation des autorités maliennes pour partager les bonnes pratiques développées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition, a félicité la détermination du chef de l'État malien à faire de la lutte contre la malnutrition et l'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali une priorité politique et financière de sa gouvernance. Une volonté très forte donc, du Mali de prendre ce dossier à bras le corps. Et ce qui est souhaité, c'est que l'ensemble de la communauté donc, internationale, au niveau donc, des bailleurs de fonds, mais aussi le secteur privé, puisse appuyer l'effort du Mali de manière à ce que les choses aillent de l'avant. On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait les expériences des autres pays. Et je crois que c'est un élément d'échange qui a été très très utile. Nous avons été très heureux d'être ici à Bamako, d'être si bien reçus. J'ai indiqué au président et au Premier ministre qu'il y a le centre qui s'appelle le Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment, couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner l'ensemble d'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la petite enfance. En marge du forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un long échange avec la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, Gerda Verburg, et l'ex-président Jakaya Kikwete dans le cadre du plan d'action du gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, désormais, les ministres en charge des corps paramilitaires ont le pouvoir de sanctionner. Les députés adoptent en commission un projet de loi sur les sanctions disciplinaires. Un conseil de discipline sera mis en place. Des détails avec Moussa Konaté. Les sanctions disciplinaires à l'encontre des corps paramilitaires sont désormais renforcées. Les députés, membres de la commission sécurité et défense, ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au pouvoir disciplinaire des ministres chargés de la douane, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires, ainsi que les services pénitentiaires. Ce sont des fonctionnaires donc régis par les dispositions disciplinaires du statut général de la fonction publique
En même temps, ils ont ceci de spécifique qu'ils sont astreints au port de la tenue. Ils ont droit aussi au port de l'arme. Donc il est apparu urgent de revisiter les dispositions disciplinaires et de les adapter au contexte actuel. Ce projet de loi donne plein pouvoir de sanction de premier et deuxième degré au ministre en charge de ses agents. Il offre également plus de célérité et d'efficacité dans la prise de mesures disciplinaires. Le conseil de discipline reçoit pour près de 2000 fonctionnaires toutes les actions disciplinaires. Alors c'est une tâche énorme et qui induit des lourdeurs. Or, nous sommes dans un secteur où il faut aller vite parce que lorsque la sanction n'est pas prise au moment où il faut, elle perd son caractère d'exemplarité. Cette ordonnance institue la création d'un conseil de discipline au sein de chaque ministère concerné. Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les nominations des membres de ce conseil de discipline sont fixés par décret. La Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale contre le travail des enfants hier mercredi. En Côte d'Ivoire, 30% des enfants âgés de 6 à 11 ans sont hors du système éducatif. Le comité national de surveillance a fait le point des progrès accomplis. Les autorités appellent à mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Marcelin Kla, Walter Amadou Ouattara. La célébration de l'édition 2019 de la Journée mondiale contre le travail des enfants mobilise les acteurs impliqués dans la lutte. La protection et la promotion des droits de l'enfant est au cœur de cette 17e commémoration qui a pour thème « La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination ». L'Organisation internationale du travail, OIT, salue alors les avancées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire montre chaque jour au monde entier le niveau exemplaire de son engagement à réduire l'ampleur du travail des enfants. Il y a seulement quelques semaines, nous avons assisté sous la présidence de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, à la présentation officielle du plan d'action national 2019-2021 contre le travail des enfants. Reconnaissant aux actions de la première dame de Côte d'Ivoire en leur faveur, les enfants souhaitent davantage d'efforts pour leur protection. Le Parlement des enfants est conscient que le gouvernement ivoirien fait de nombreux efforts pour assurer une protection adéquate et durable. Mon rêve le plus profond est d'annoncer à tous mes amis que le travail et l'exploitation des enfants sont définitivement bannis de notre pays. Soutenu par Liramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est engagé à poursuivre la politique assignée au comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'État de Côte d'Ivoire accorde une place de choix à la protection de la petite enfance et à la promotion des droits de l'enfant à travers un cadre juridique pertinent et la mise en œuvre de politiques et de programmes d'éducation, de formation et de protection sociale. Pour la représentante de la Première Dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants, CNS, les parents doivent scolariser les enfants au lieu de les faire travailler précocement. La Première Dame voudrait montrer une fois de plus l'attention et l'intérêt tout particulier qu'elle accorde à la question du travail des enfants et son engagement personnel à contribuer à son éradication dans notre pays. Chaque enfant a le droit légitime de jouir de son enfance, de son innocence et de ses rêves d'enfant. Un sketch relatif au thème « Non au travail des enfants » et une visite de l'exposition des tableaux d'art réalisés par les enfants, des temps forts qui ont marqué cette commémoration. Près de 500 panneaux anarchiques démantelés à Abidjan, annonce le ministre de la Communication. Sidi Touré était ce matin l'invité des rendez-vous du gouvernement. Il a fait le bilan du secteur. On note une crise du lectorat avec une mévente des journaux, 70% des invendus. Le point avec Didier Nguessan. La presse, l'audiovisuel, les nouveaux médias et la communication publicitaire, ces 4 branches de la communication sont passées au peigne fin par Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des médias,
porte-parole du gouvernement. C'était dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, la conférence de presse mensuelle du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Thème développé, communication et médias en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. En 2017, le Conseil national de la presse, CNP, devenu Autorité nationale de la presse, ANP, dénombre 84 parutions, dont 20 quotidiens. Aujourd'hui, il ne reste plus sur le marché de la consommation de l'information qu'une cinquantaine de titres, quotidiens et périodiques confondus, qui tirent en moyenne moins de 120 000 exemplaires quotidiens et en vendent à peine 30%, soit 70% des vendus. Après l'état des lieux et les actions du gouvernement en faveur du secteur communication-médias, les résultats sont probants. L'aide publique de l'État de 2009 à 2018 s'élève de façon cumulée à environ 9 milliards de francs CFA. Quant à la distribution des journaux, le maillage territorial est aujourd'hui à 97%. De 2011 à 2019, notre pays a gagné 88 places au classement mondial de Reporters sans frontières dans la défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes. Répondant aux questions des journalistes sur l'assainissement du secteur de l'affichage, le ministre de la Communication et des Médias indique qu'à ce jour, 500 panneaux publicitaires illégaux ont été démantelés dans le district d'Abidjan. Au titre des perspectives, Sidi Timoko Touré annonce le renforcement de l'aide publique aux médias à travers notamment la diversification des canaux de distribution des journaux et l'accès des médias privés à la publicité institutionnelle. Cette conférence de presse consacre la 7e édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2019. Les douaniers ivoiriens doivent respecter le code d'éthique et la déontologie du métier. C'est le message que prône la direction générale. Elle a initié une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Le général Dapierre appelle les agents à redoubler d'efforts dans le travail. Jean-Jacques Kwame. Pour le premier semestre de cette année, les douanes ont recouvré 916,47 milliards de francs CFA sur un objectif de recettes de 906,61 milliards de francs CFA, soit un excédent de 9,85 milliards de bons résultats liés à l'efficacité et à l'intégrité des agents dans l'exécution de leur mission. Dans le but de les encourager sur cette lancée, l'administration des douanes a initié une tournée de sensibilisation sur les bonnes pratiques et procédures à adopter. L'agent des douanes est un prestataire de services publics chargé de la collecte des données publiques, entre autres missions, mais de veiller aussi à la sécurité des Ivoiriens, à la sécurité des populations. Et pour cela, il faut quand même travailler dans un certain esprit, un esprit d'intégrité, je dirais d'honnêteté. Ce sont ces valeurs principales et les valeurs cardinales que nous essayons de leur inculquer et de leur faire passer. Cette étape de Daloa a permis de rappeler aux agents leurs droits et devoirs. Nous avons nos comportements, mais l'administration qui nous emploie a ses règles. Et donc ces nouvelles règles édictées vont nous aider à savoir comment servir l'État. Servir l'État vraiment dans la probité. Avant la ville de Daloa, les villes de Bouaké et de Mans ont été visitées par cette tournée. Plusieurs autres directions régionales recevront cette campagne qui vise à sensibiliser les agents des douanes sur le code d'éthique et de déontologie, ainsi que sur le conseil de discipline des services des douanes. Il va permettre la promotion de l'inclusion des jeunes et des femmes dans le secteur palmier à huile. Un programme de production durable de ce produit est mis en œuvre en Afrique de l'Ouest. Il vise la transformation du secteur et faciliter l'accès au financement. Les résultats de la deuxième phase est présenté. On voit cela dans ce reportage de Jean-Luc Bambo. C'est une contribution de l'organisation Solidaridad West Africa à la compétitivité du secteur palmier à huile en Côte d'Ivoire, mais également au Ghana, au Libéria et en Sierra Leone. Le programme de production durable de l'huile de palme, lancé pour la période 2017-2021, apporte soutien institutionnel et appui technique aux PME opérant dans le secteur. Les PME ne sont pas encore mécanisées, elles utilisent des outils traditionnels et nous voulons travailler avec eux pour renforcer leurs capacités et aussi leur permettre d'acquérir des outils des dernières technologies. Nous avons remarqué que les pertes
post-récolte sont très élevés parce que les outillages utilisés ne sont pas vraiment modernisés. Donc nous voulons aujourd'hui que les entreprises du privé puissent fournir des services nécessaires aux plantations pour augmenter la productivité de ces plantations-là. Cette rencontre sur le palmier à huile a été l'occasion pour les acteurs du secteur de faire des propositions pour une production durable de cette matière première qui fait vivre plus de 10% de la population ivoirienne. On peut compter dans la filière 40 000 petits planteurs et plus de 21 000 employés dans la première et la deuxième transformation. La Côte d'Ivoire produit à ce jour 550 000 tonnes d'huile de palme. 5 châteaux d'eau dans des villages de la région du Bunkani. Le programme social du gouvernement En Marche, le secrétaire d'État chargé du service civique a procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Les populations ont désormais accès à l'eau potable. Herman Yamien. Ces populations en liesse dans ce village de la région du Bunkani ont des raisons d'être heureuses. Pendant plusieurs années, elles parcouraient des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Grâce au gouvernement, elles viennent de bénéficier d'un château d'eau. Margot, pour faire le tuyau avec le tabac, pour enlever l'eau. Aujourd'hui, Dieu merci qu'on a vu l'eau potable. On remercie le président de la République. On va au Marigot, on pisse l'eau. On peut dormir là-bas, 5h jusqu'à 8h midi. Dans la région du Bunkani, c'est la fin de calvaire pour la population des villages de Niandégué, Vonkoro, Panzarani, Ondefidouo et Yondouo qui n'auront plus recours aux puits et autres rivières pour se ravitailler en eau. Ces 5 villages ont bénéficié chacun d'un château d'eau. Le secrétaire d'État chargé du service civique a sillonné pendant 2 jours la région du Bunkani pour procéder à leur inauguration. Le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, a envoyé les membres du gouvernement en mission dans toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été choisi pour les inaugurations des différents châteaux d'eau dans la région du Bunkani. Donc, on voudrait remercier et profiter aussi dire merci à M. le Président de la République, qui est un homme d'engagement et tout ce qu'il a dit, il réalise. La construction de ces infrastructures hydrauliques s'inscrit dans le programme Eau pour tous, initié par le gouvernement. Après le milieu rural qui a vu le lancement de la réhabilitation et la maintenance de 21 000 pompes à motricité humaine dans le mois de mai, c'est le milieu semi-urbain qui vient de bénéficier de la construction de 21 châteaux d'eau d'un coût de 20 milliards de francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région de Bunkani, ce sont environ 600 millions de francs CFA qui ont été investis pour la construction de ces infrastructures hydrauliques. Elles vont profiter à une population estimée à 11 000 personnes. C'est une initiative qui vise à renforcer le lien entre l'armée et les citoyens. Ambiance festive ce matin au Palais des Sports de Treichville. C'était la fête des armées en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Une journée marquée par des activités de démonstration et d'exercices militaires. Et au cours de cette journée, un match de gala de football, il a opposé les officiers à la coalition gouvernement Assemblée nationale et Sénat. Une rencontre soldée par la victoire de la dite coalition 3-2. Le point avec Abou Sanogo. Match important au Palais des Sports de Treichville. Il met aux prises les officiers des armées, de la gendarmerie nationale et de la police. Aux membres du gouvernement associés aux parlementaires, conduits par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Dans les tribunes, les supporters donnent de la voix. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la fête des armées a tenu toutes ses promesses. Les 2 formations au coup de sifflet de l'arbitre vont bien faire circuler le ballon. Il n'y aura pas de round d'observation. Les choses iront très vite. On joue seulement la 5e minute quand c'est une belle offensive de la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat, partie depuis le côté droit de la défense et des officiers. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ouvre son compteur but, 1-0. Mais la joie de la coalition sera de courte durée. 2 minutes plus tard, suite à une balle venue de nulle part, le colonel Kone Zakaria, en embuscade, ramène les 2 équipes à égalité. Les 2 formations regagneront les vestiaires sur ce score. Revenu de là, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat prend les choses en main, domine la partie. Les officiers commettent beaucoup de fautes. Sur une belle action collective, la coalition obtient un penalty, bien exécuté par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le coach des officiers ne reconnaît plus son équipe. Les consignes, selon lui, ne sont pas respectées.
Il y a une infraction aux consignes, malheureusement, c'est le jour où on fait appel à nos valeurs de discipline, etc. Mais ça va se régler. Ailleurs, c'est la concentration. Je suis concentré sur le match. À la fin du match, voilà, on se reparlera. Un troisième but suivra. Il est l'œuvre du ministre Bruno Nabanyokoni. Dans un sursaut d'orgueil, les militaires reviendront à 3-2. Une rencontre fraternelle. On voulait faire plaisir à notre armée et je remercie tous les membres du gouvernement qui sont là, tous les parlementaires. C'est un moment de fraternité, un moment d'amitié entre les armées, la nation et l'État. J'adresse à l'ensemble des armées toutes nos félicitations au nom du chef de l'État, chef suprême des armées. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire que l'armée puisse marcher ensemble avec son peuple. Et aujourd'hui, ce match, n'est-ce pas, est un symbole achevé de l'expression de la communion, l'expression achevée de la cohésion souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous félicitons l'armée pour cette belle organisation et ça montre la parfaite symbiose qui existe entre l'armée, le gouvernement et le Parlement. C'est la Côte d'Ivoire avec son armée et puis sa nation. Il était vraiment bien indiqué que pour créer une symbiose entre la population et son armée, on puisse avoir une telle activité. Au final, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat réussira à conserver ce score jusqu'au coup de sifflet final. Salle jugeante ainsi, Dame Koupa. L'actualité, c'est aussi la direction exécutive du RHDP qui va bientôt mobiliser les militants. Elle prépare un séminaire, un calendrier de mise en place des coordinations est également à l'ordre du jour. Herman Guivet. Première réunion de la direction exécutive du RHDP. Plusieurs articulations meublent l'ordre du jour. Parmi elles, la stratégie à mettre en place pour investir le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour préparer non seulement un séminaire, mais surtout pour décliner notre mission qui est donc de transformer l'ensemble des Ivoiriens favorables à la politique du RHDP et à son idéologie en électeurs potentiels pour 2020. La direction exécutive s'est réunie pour élaborer un calendrier de mise en place des coordinations régionales, départementales, communales et sous-préfectorales, pour donc couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire. En quoi consistera la manœuvre à accomplir? La rentrée politique se fera avec la mise en place des investitures des différentes coordinations régionales. Et ces rentrées politiques auront lieu en septembre. Donc de maintenant en décembre, nous aurons une activité pratiquement dans toutes les régions. Donc nous allons aller écouter les Ivoiriens, amplifier ce qui a été déjà fait pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soient encore plus heureux. C'est un programme qui démarre lundi et la dynamique ne va plus s'arrêter jusqu'en 2020. Un rapport d'activité sera exigé de chacune des régions pour évaluer l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Et toujours en politique, 11 régions de la Côte d'Ivoire reconnaissantes au président de la République, elles s'apprêtent à lui rendre un hommage à Ferké, un grand rassemblement pour soutenir les actions de développement et de cohésion sociale du chef de l'État, Kader Sogodougou. Le 27 juillet 2019, 11 régions de Côte d'Ivoire se donnent rendez-vous à Ferké-Sédougou pour témoigner au président de la République Alassane Ouattara leur reconnaissance pour toutes les actions de développement réalisées en leur faveur. Le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011. Il avait promis un certain nombre de choses aux populations. Et après 8 ans, les populations du Grand Nord, d'où il est issu, ont estimé que le moment était venu de faire un bilan et de remercier le président de la République pour tout ce qu'il a fait. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Cette organisation est bien avancée. Donc le constat est que aussi bien les régions que l'organisation centrale est en bonne voie. À Ouangolodougou, l'événement se prépare également. Nous sommes venus donc expliquer à cette population le sens de la mobilisation qui doit être faite pour le 27. Ensuite, leur dire l'importance de cette manifestation par rapport à l'ensemble de la Côte d'Ivoire en général, mais en particulier pour nous, la région du Tchologo. L'ensemble des chefs du département de Ouangolodougou étaient présents. Cela veut tout simplement dire que personne ne veut être en marge de cette cérémonie qui consiste à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, à Ferké-Sédougou. Les régions concernées sont le Poro,
la bagoué, le hambol, le bunkani, le gontugo, le kabadougou, le folon, le bafing, le béré, le worodougou et le tiologo. Dans le reste de l'actualité, l'ex-président gambien Yahya Jammeh, accusé d'avoir fait tuer des migrants, 2 anciens membres de la garde présidentielle étaient face à la commission Vérité et Réconciliation. Ils ont reconnu avoir participé à l'exécution de migrants sur ordre de l'ancien chef de l'État. Les faits remontent à juillet 2005. Selon les chiffres d'ONG, il s'agit de 56 migrants, en majorité des Ghanéens. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.